Maintenant, écoutons Peskov qui parle justement de ces négociations. Et je crois qu'il s'exprimait avant que eux ne deviennent euphoriques et ne commencent à raconter n'importe quoi. Terme juridique. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui s'est exprimé un peu plus tôt dans la journée, en amont de ces négociations, eh bien, a fait savoir que ces garanties de sécurité, notamment, étaient vraiment un des nœuds gordiens de ces négociations en cours en ce moment. Naturellement, cette question est l'une des pierres angulaires et bien sûr, parmi les autres questions, elle nécessite une discussion particulière. Mais c'est en cela que consistent les négociations. Je tiens à souligner une fois de plus que nous ne voulons pas mener une diplomatie du mégaphone. Les Russes. Donc, il n'y a pas d'accord. Ça nécessite une discussion en profondeur. Donc, il n'y a pas d'accord. Là, c'est que les Européens, là, sont en train de se féliciter. C'est de leur accord avec les Américains. Et je ne sais même pas dans leur accord, là, qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'argent qui n'est pas à eux. Parce qu'on sait que le nœud gordien, le problème entre les Européens et les Américains, c'est de savoir qui va essayer de s'accaparer l'argent de la Russie. Et moi, à mon sens, personne ne va s'accaparer l'argent de la Russie parce que pourquoi le donnerait-il? Comme vous le rappelez vous-même aujourd'hui, souvent, l'autre là qui a rasé Gaza, est-ce qu'il a réparé Gaza? La France qui a rasé la Libye, est-ce qu'il a réparé la Libye? Les Américains en Irak, vous êtes allé voir les nombres de magouilles qu'ils ont fait là-bas pour la reconstruction de l'Irak. Et là, c'est la Russie qui va leur donner de l'argent. Non, mais ils sont malades. Excusez-moi une minute. Parce que Peskov est intervenu 2 fois dans cette vidéo. Rester dans la discrétion tout ce processus, ce cheminement diplomatique. C'est la vieille école, la Russie, on fait ça en coulisses. Et c'est uniquement au moment où on a des annonces à faire qu'on prend la parole en public. Alors que là, vous voyez, on est vraiment dans le commentaire de la petite phrase. Donc pour l'instant, la Russie n'a pas encore réagi, c'est clair, il est encore trop tôt. On aura sans doute des premières réactions demain, que ce soit de la part du Kremlin ou de Kirill Dmitriev, on le sait, très actif sur ce dossier. Mais en attendant, Dmitri Peskov n'a surtout pas voulu s'engager sur, par exemple, un quelconque calendrier concernant le règlement, la fin, l'issue de ces négociations. Je ne veux pas parler de délai. Je pense que ce serait la tâche la plus ingrate en ce moment. Je ne peux parler qu'au nom de la Russie, du président russe Vladimir Poutine. Il est ouvert à la paix, à une paix solide, à des décisions sérieuses. Il est absolument fermé à toute manipulation visant à gagner du temps et à instaurer des trêves artificielles. L'Union européenne... Voilà, vous avez entendu? Ils sont opposés à toute négociation ou manœuvre qui aboutirait à des trêves artificielles. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Et donc là, nous avons une première réaction pré-sommet européen de Peskov. Et nous avons aussi une réaction de l'autre conseiller de Poutine ici, lui, qui est carrément clair. Peskov encore, il essaye d'être diplomate, mais ici, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'il dit ici, ce monsieur. Tente de modifier radicalement la négociation de paix. L'initiative stratégique est entièrement entre les mains des forces armées russes. Cela influe également, bien entendu, sur le déroulement des négociations de paix. Suite aux récentes discussions russo-américaines, le régime de Kiev, de concert avec ses conservateurs européens, tente de modifier radicalement le contenu des documents. Je pense que la contribution des Ukrainiens et des Européens à ces articles a peu de chances d'être constructive. Voilà le problème. Pour l'instant, vous avez dit que vous n'aviez pas vu ces documents, pour l'instant. Nous ne les avons pas vus. Mais si des amendements correspondants sont apportés, nous aurons des objections très fermes, car nous avons exposé notre position de manière très claire, qui semblait tout à fait compréhensible pour les Américains. Des objections fermes sur quel point? Eh bien, sur de nombreux points, il y aura là-bas des dispositions totalement inacceptables pour nous, y compris sur la question territoriale. C'est ce que je pense. Et ce qui est discuté maintenant, c'est la possible zone démilitarisée dans la République de Donetsk. Pas seulement... Mais la question des territoires en général. La question a été activement débattue ici à Moscou et les Américains non seulement connaissent notre position, mais la comprennent également. Mais j'ignore ce qu'ils vont obtenir par écrit après ces consultations, mais il y a peu de chances que ce soit quelque chose de bon.
De manière générale, l'option coréenne est-elle une option envisageable pour nous séparer de l'Ukraine ou non? Nous n'en avons jamais parlé. Nous avons discuté différentes options concernant le règlement à long terme et les Américains connaissent nos méthodes. Mais il n'a jamais été question de copier le thème coréen. Je n'en aurais même pas entendu parler. Et voici ce que vous pouvez entendre et voir, la libération de Seversk. Voilà. Donc là, vous avez les positions russes. Leur truc de on va faire une zone démilitarisée à la coréenne, on vous dit la vérité. C'est mort, il n'y aura pas. Donc je tenais à vous montrer ces deux parties des conseillers de Poutine sur ce que eux ils savent de la position de la Russie par rapport à l'euphorie qui est en train d'être menée en ce moment sur les plateaux télé et dans les médias mainstream européens ou occidentaux au sujet de l'accord entre les Européens et les États-Unis. Mais ici, nous avons les prémices de pourquoi Vladimir Poutine dira non. Parce que tous ces manœuvres dilatoires des Européens, il les a déjà vécues. Il sait comment ils fonctionnent et eux n'ont pas hésité à l'humilier. Quand il a demandé à intégrer l'OTAN et qu'ils ont rejeté, quand il a demandé qu'on respecte les frontières et on arrête l'expansion de l'OTAN, ils ont refusé. Quand il a accepté de signer Minsk 1, comme nous allons découvrir les paroles de François Hollande, ils ont utilisé ça pour tromper Poutine. Deux, quand Macron lui-même, avec la première personne qui a trompé Poutine pour Minsk 1, Merkel, sont assis avec Poutine et Zelensky qui fait le clown en se moquant de Poutine parce que sans doute en ce moment-là, il sait qu'ils sont en train de se moquer de Poutine. Et aussi, Macron, quand, à quelques jours du commencement de l'opération spéciale, lui aussi essayait de se moquer de Poutine en faisant le malin pour sa télévision. Et bien évidemment, cette séquence-là, elle sera un peu délicate parce que je l'avais déjà commenté et ils ont demandé des droits dessus, ils ont bloqué la vidéo. Désormais, ils essayent de bloquer la vidéo où on voit Macron faire cette faute diplomatique avec Vladimir Poutine. Voilà pourquoi, malgré tous les fanfaronnades qu'ils ont fait là cette semaine, comme je dis toujours, il n'y a qu'une seule parole qui va compter, c'est celle de Poutine. Et au vu des éléments que moi je vois, je peux déjà vous dire que ça sera niette une fois de plus et ils viendront encore pleurer. Mais la Russie n'a pas la volonté de faire la paix, comme vous pouvez le voir. Et donc, il faut le sanctionner. Vous êtes à 20 ou je ne sais pas combien de séries de sanctions. Vous ne pensez pas que c'est bon, ça ne marche pas. Vaut mieux peut-être changer de méthode. Et donc, on commence. Écoutons François Hollande qui avoue la supercherie qu'ils ont fait à Vladimir Poutine. Et je vois ici que c'est Philippe Buffon qui a publié cette séquence. À propos des pourparlers de paix, je vais être honnête maintenant en ce moment. Les accords de Minsk étaient à l'origine désavantageux pour l'Ukraine, malheureusement. Bien sûr, nous n'aurions pas dû accepter les plans de Poutine de négocier avec les séparatistes. C'est notre faute. À Minsk, comme tu t'en souviens, nous n'étions pas autorisés à dormir ou à manger. Et nous avons signé ces accords. C'était une torture. Et toi-même, tu te rappelles, tu me persuadais de les signer et Angela disait aussi que ce serait mieux. Eh bien, on peut voir où ça nous a emmenés. Oui, même si dans les accords de Minsk, il y avait l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétabli. Mais tu as raison, nous sommes... Donc, à l'époque de la signature de Minsk 1, il n'y avait pas séparation entre les oblasts qui s'étaient détachés de l'Ukraine ou qui réclamaient leur autonomie et l'Ukraine. Il y avait l'intégrité de l'Ukraine. Donc déjà dans Minsk 1, les Russes avaient fait la concession. Ils n'avaient pas accepté d'intégrer les oblasts qui se rebellaient par rapport aux Ukrainiens dans la Fédération de Russie. Comme le dit Vladimir Poutine, ils ont toujours réclamé qu'on les intègre à la Fédération de Russie et on a toujours refusé. On lisait après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme.
Et puis, il y avait les difficultés propres à l'Ukraine, que tu as connues, d'une difficulté d'avoir une majorité sur un certain nombre de textes. Et ça, je pense que ça a aussi été utilisé par Poutine, alors que l'Ukraine n'était pas responsable. Oui, mais si tu t'en souviens, il fallait d'abord parler aux séparatistes, se mettre d'accord sur des élections, puis organiser les élections, et enfin reprendre la frontière. Nous aurions dû insister pour que nous reprenions la frontière d'abord, et ensuite organisions les élections. Malheureusement, on a eu tort sur ce point, et Poutine en a profité. Comment ça, ils ont eu tort? Est-ce qu'ils sont conscients? Là, ils sont en train de flatter François Hollande ou ils sont en train de dire la réalité? Puisque, effectivement, après Minsk 1, il y a eu des élections en Ukraine. L'Ukraine est restée un territoire, un pays avec les frontières de l'Ukraine comme il a toujours été depuis qu'elle est sortie de l'URSS. Donc, c'est quoi qu'ils n'ont pas pu reprendre les frontières? On a voté et les gens du Donbass avaient voté et il y a eu coup d'État puisqu'on a refusé le président qui avait été élu à l'époque. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Là, ils lui ont tendu la carotte, il n'a pas vu venir. Mais c'est vrai que Merkel avait déjà dénoncer le réel but de pourquoi ils ont soutenu Minsk 1. C'était pour tromper Poutine et pour préparer l'Ukraine à la guerre. Donc ça veut dire que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas crédibles. Quand ils viennent à la table signer avec la Russie qui est 3 fois ou 4 fois plus grand qu'eux, ils viennent en sachant qu'ils veulent se battre avec la Russie. Et ça, c'était de Minsk 1. Mais on vient ici pleurer, la Russie a agressé l'Ukraine. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens. Voilà. C'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où l'Ukraine est empêtrée, l'Ukraine a des difficultés, l'Ukraine a toutes sortes de difficultés, on ne sait pas si l'Ukraine aura même l'argent pour continuer dans quelques mois. Et maintenant, tous ils sont derrière en disant que il faut maintenant que les négociations aboutissent. Comme par hasard, ils ont tous besoin que les négociations aboutissent maintenant. Parce que si ça n'aboutit pas, il n'y a aucun moyen pour l'Ukraine de ralentir les projets russes. Et surtout que les Russes, eux, ne sont pas pressés. Pour les 2 prochaines années, ils ont leur budget pour pouvoir continuer leur conquête à leur rythme. On rappelle qu'ici, les Russes, même si sur les plateaux télé, on rappelle tous les jours que les Russes ils prennent leur temps pour conquérir l'Ukraine ou quoi que ce soit, les Russes ne veulent pas conquérir vite l'Ukraine comme ils l'ont fait la première fois et se faire déborder. Les Russes, ils veulent que quand ils arrivent, ils sont certains que les Ukrainiens ne pourront plus les déborder après. Parce que dans la première invasion de l'opération spéciale, les Russes n'ont pas détruit le secteur militaro-industriel ukrainien ni l'armée ukrainienne. Et dès que cette armée a été équipée, renforcée, aidée par les Occidentaux, cette armée, comme elle était plus nombreuse, a débordé les Russes. Donc les Russes ici, avant d'avancer, ils veulent être sûrs qu'il n'y a plus d'armée ukrainienne pour pouvoir les forcer à battre en retrait. Voilà pourquoi les Russes prennent leur temps pour avancer. Et l'autre chose aussi, ils sont obligés de faire ça pour pouvoir économiser leur armée. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de rester forts, d'être perçus comme une menace par les Européens, pour que les Européens et les Occidentaux n'aient pas la tentation, quand ça sera fini, de se dire
elle vient de sortir de 5 ans de guerre et tout ça, elle a affaibli, on peut attaquer. Non. La Russie veut que quand elle finit cette campagne, elle représente toujours une menace pour les Européens, comme l'a dit Vladimir Poutine. Si jamais ils veulent attaquer, on sera prêt. Voilà ce que la Russie veut. Elle ne veut pas épuiser son armée parce qu'elle doit rester prête pour dissuader tous ces gens-là de l'attaquer un jour. Parce qu'eux tous, ils veulent aller s'équiper en armes. On se demande bien pourquoi. Jusqu'à maintenant, la Russie n'a encore tiré sur personne en dehors de l'Ukraine. Donc, on a fini avec Flamby qui dit qu'ils sont trompés Poutine. Voilà pourquoi je vous dis que Poutine n'acceptera aucun de leurs bêtises là qu'ils racontent tant que ce n'est pas dans les intérêts et à l'avantage de la Russie. Et donc, voilà l'humiliation que Macron a voulu faire vivre à Poutine. J'ai dit qu'il est important de mettre cette séquence pour vous montrer pourquoi Poutine ne peut pas se fier à ces gens-là et pourquoi ces gens-là, vous ne pouvez pas vous fier à eux. Parce que Macron, quand il vient à la télé dire que soi-disant, c'est Vladimir Poutine qui est une menace, qui n'a pas respecté Minsk 1, il sait que, non, qui n'a pas respecté Minsk 2 qui a été signé avec lui, comme nous allons le voir à la fin, il sait que Minsk 1 a été fait pour tromper la Russie et préparer l'Ukraine à la guerre. Quand il s'assoit pour Minsk 2, il sait que l'Ukraine est à peu près déjà prête à la guerre. Zelensky est en train de rigoler comme un idiot, comme on va voir, parce qu'il sait qu'ils se sont préparés à affronter la Russie. Eux tous pensaient que ça ne serait qu'un problème de 1 ou 2 semaines, parce que le problème n'a jamais été qu'ils se sentent prêts à battre la Russie militairement. Il suffisait juste de préparer l'Ukraine pour qu'elle puisse résister militairement à la Russie, mais de faire la bombe nucléaire économique, comme je vous l'ai dit, sur la Russie. Ce n'est pas par les armes qu'ils comptaient battre la Russie, c'est parce qu'ils ont toujours utilisé, depuis qu'ils dominent le monde, par la finance, par l'économie. Mais ils avaient mal calculé la chose et ça n'a pas marché. Et depuis, c'est pour cela qu'ils courent de sommet en sommet pour essayer de rattraper ce qui n'est plus, ce qui n'est pas possible. Et donc, écoutons ici quand Macron essaye d'humilier Vladimir Poutine. Et voilà pourquoi, malgré tous leurs efforts diplomatiques, tant que ça ne sera pas à l'avantage de la Russie, ils auront niette. Il y a cette conversation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron que je vais suivre de bout en bout pendant 1h45. On envoie un extrait. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Il dit « Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit ». Quand même le culot. Quand on vous dit que Macron, il est mal poli et qu'il n'a aucune manière et que diplomatiquement, c'est une catastrophe, vous ne le croyez pas. Regardez comment il parle. Et en plus de ça, il sait en ce moment-là qu'il est filmé. Il sait qu'il y a des équipes de caméras qui sont dans les pièces à côté et qui enregistrent ça. Voilà comment il parle à Vladimir Poutine. Il savait, il voulait faire son effet d'annonce. Il voulait faire le mec qui est au même niveau que Poutine ou qui parle à Poutine comme si c'était son pote. Je ne sais pas si là, quand il fait ça, c'était pour se venger de l'humiliation de la table qu'il avait subie ou qu'il subira l'humiliation de la table dans les semaines qui suivent. Si vous vous souvenez, dites-moi comment la séquence s'est passée. Est-ce que ça s'est passé avant ou après l'humiliation de la table? Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. C'est bien ça, c'est bien ça. Moi, franchement, c'est incroyable comment à chaque fois je me rends compte que, en fait, en France, l'élite là, qu'on croit l'élite là, il faut aujourd'hui arrêter. Quand on pensait que ces gens-là étaient des savants, des bien-pensants qui réfléchissaient bien, non, ils ne réfléchissent qu'à leur ventre et à leurs petits privilèges. Au moment où ils sont en train d'écrire ça, il y a déjà eu le drame en Ukraine. Comme on va le voir après, comme l'a dénoncé la journaliste. Il y a déjà le drame en Ukraine. Les séparatistes ont déjà fait sécession. Ils ne veulent plus faire partie de l'Ukraine. Et le gouvernement ukrainien emmené par Zelensky est en train déjà de s'en prendre à ces populations-là. Voilà pourquoi ces populations-là demandent des textes qui assurent leur autonomie. Et Macron, il vous parle en vous disant qu'il faut que ce soit les élus de l'Ukraine, donc les élus qui sont du bon côté, qui vont faire un texte pour les gens qui sont contre eux, pour les gens qui sont de l'autre côté. Et
Bien évidemment, la bêtise française et les idiotes qui sont là, vous dites c'est bien ça. On n'est pas dans un pays unitaire. En ce moment-là, la situation de l'Ukraine s'est déjà dégradée. Et les gens qui réclament ça ne le réclament pas pour rien. Et ils ne peuvent pas attendre que des gens à la botte de Zelensky fassent des textes qui leur garantissent à eux leur autonomie, surtout quand on sait les choses qui ont été dites par toutes les personnes qui étaient de l'autre côté et qui se considéraient comme ukrainiens par rapport à ces populations russophones, comme on va le voir avec la journaliste qui a été blacklistée en France. Regardez. Alors, Poutine y répond, c'est un gouvernement c'est pas un gouvernement démocratiquement élu. Ils ont accédé au pouvoir par un coup d'état sanguinaire. Il y a eu des gens brûlés vifs. C'était un bain de sang. Et Zelensky est l'un des responsables. C'est ça. Pendant la conversation, il l'avouera à l'issue de cette conversation, au moment de raccrocher, il explique tranquillement qu'il se trouvait à la salle de sport pendant tout l'échange avec le président Macron. C'est dire le cynisme de cet homme qui savait parfaitement qu'il allait 4 jours plus tard envahir. Il parle de cynisme de la part de Vladimir Poutine. Il parle de cynisme de la part de Vladimir Poutine. Voilà la bêtise des médias français. Macron qui met en scène ce coup de fil-là pour essayer de se prendre pour l'égal de Vladimir Poutine. Et quand Vladimir Poutine dit qu'il a accepté de prendre Macron ou il a pris Macron pendant sa séance de sport, c'est qu'on a vu, ils font tous. Et surtout, on dit que, je crois qu'à l'époque, c'est eux qui essayaient de savoir si Vladimir Poutine, il allait, oui ou non, envahir l'Ukraine. C'est pas lui qui les appelait pour leur dire non, je veux pas envahir l'Ukraine. C'est eux qui l'appelaient. Et donc, ils pensaient que quoi? Si Macron appelle pendant qu'il fait le sport, il va faire quoi? Il va arrêter le sport pour Macron? Il va aller prendre une douche, mettre un costume pour parler à Macron? Ils ont tout fait pour essayer de dépeindre Poutine en je ne sais pas quoi dans ce pays. L'Ukraine, et qui ment effrontément. Et qui ment. Franchement, le nombre de mensonges que rencontre Macron, que vous dites que vous ne dites jamais qu'il ment, c'est pas un problème. Mais surtout, regardez, pourquoi on vous dit que ça là, c'était un coup monté de Macron? Parce que pendant que Macron raconte ce qu'il raconte là, où il essaie de dire que les séparatistes n'ont pas le droit de réclamer un texte patati patata. Et surtout, c'est que Macron ne reprend jamais. Donc, quand il dit que Vladimir Poutine se serait réveillé soudainement, refusant de respecter Minsk II et aurait attaqué le Donbass. Ici, vous avez Anne-Laure Baudel, qui, justement, au moment où on a dit qu'elle avait dénoncé ce qui se passait en Ukraine et que ça a été ignoré par les Français, a été rappelée par les journalistes français pour dire que maintenant qu'on vous cite en Russie, comment vous vous sentez? Et c'est pas vrai, vous n'avez jamais été censuré. Regardez cette séquence. Pour vous dire pourquoi ils n'auront pas ce qu'ils cherchent à avoir avec la Russie. Et que la Russie, tant que ces accords ne seront pas à son avantage, puisque de toute manière, elle a l'avantage sur le terrain, l'Ukraine et les Européens et les Américains peuvent aller où je pense.